bonsoir à tous. Je me présente en deux mots. Je suis David Magnier, je suis ingénieur à l'ADEME Centre-Val de Loire, direction régionale. Et je coordonne également un pôle territorial au sein de l'ADEME Centre-Val de Loire, à savoir les départements du Cher, de l'Indre et du Loiret. Donc, je suis le référent de la plupart des collectivités ou des entreprises présentes sur ces trois départements. Et au sein de notre pôle territorial, on couvre toutes les thématiques de l'ADEME, à savoir la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, les déchets, la mobilité, les politiques territoriales, enfin, voilà, toutes nos missions. Au sein de l'ADEME à Orléans, on est une vingtaine de personnes pour couvrir toutes les thématiques de l'ADEME à l'échelle régionale. Donc l'objet de la masterclass de ce soir, c'est le financement de la chaleur renouvelable. Alors, financement essentiellement par l'ADEME, et quand c'est possible, j'indiquerai quels sont les autres financeurs mobilisables. Et notamment, alors je vous préviens, la première diapositive normalement est animée, mais là j'ai été obligé de tout jeter sur la page, mais je vais vous aider à la lire. C'est parti. Oui. Alors, oui. Donc ici, j'ai essayé de récapituler sur une diapo les principaux dispositifs pour le soutien à la maîtrise de l'énergie pour les entreprises. Donc, on va le lire de la gauche vers la droite. Alors, d'abord, il est question d'une prise de conscience des entreprises. Toutes ne sont pas au même niveau d'information et de sensibilisation sur ces sujets liés à la maîtrise de l'énergie ou au développement des énergies renouvelables. Donc, on va dire que le champ de l'ADEME intervient de la prise de conscience de l'entreprise, puis quelque chose d'un peu plus élaboré qui va être un état de lieu donnant lieu à un plan d'action et puis des études de faisabilité en vue d'aller ensuite vers des investissements. Donc, on va dire que l'ADEME, on est présent directement ou indirectement sur tous les champs. Si on revient à la base, à la prise de conscience, donc un dispositif qui auparavant était porté directement par l'ADEME à titre expérimental et que maintenant on cherche à massifier, à généraliser, et pour ça on s'appuie sur BPI-France, c'est ce qu'on appelle le DIAG Ecoflux. Donc les différents éléments qui sont sur cette diapo, vous pourrez ensuite les retrouver assez facilement sur Internet. Donc le DIAG Ecoflux, c'est un dispositif à destination de toutes les TPE, PME ou établissements de grands groupes. Et l'idée, c'est de faire le diagnostic de tous les flux énergétiques, matières, fluides sur un site en vue d'identifier des premières pistes d'action. Donc ça, c'est un dispositif opérationnel depuis le mois de juin sous sa nouvelle forme DIAG Ecoflux. Ensuite, pour des états des lieux un peu plus poussés, on peut soutenir ce qu'on appelle des aides à la décision, donc, qui vont être des audits énergétiques, l'engagement dans des démarches système de management de l'énergie ou des diagnostics spécialisés sur une thématique bien précise au sein d'un site industriel. Donc ça, via notre système d'aide à la décision. D'autres dispositifs qui concourent aussi à faire ces états des lieux peuvent être financés également via des dispositifs adossés au certificat d'économie d'énergie. Si on continue dans la flèche, sur la flèche grise, une fois que l'état des lieux a été fait, et là on va se recentrer sur le sujet, par exemple, des investissements liés aux énergies renouvelables thermiques. Avant de passer à l'acte, on va faire cette fois-ci une étude de faisabilité plus poussée, plus détaillée, puisque derrière, le but du jeu, c'est de réaliser. Donc là, toujours la possibilité d'un soutien financier de l'ADEME sur ces études de faisabilité. Le dernier volet, les investissements. Alors, comment on les finance ? Alors, via des subventions que notamment l'ADEME peut apporter avec son fonds chaleur. Ça va être l'objet de toutes les présentations qui vont suivre, toutes les diapos qui vont suivre. Il y a d'autres financeurs qui peuvent être sollicités, tels que le Conseil régional ou des fonds européens, FEDER. D'autres dispositifs de financement des énergies renouvelables, notamment énergies renouvelables électriques, passent par des dispositifs de tarifs d'achat via la Commission de régulation de l'énergie. On peut aller chercher des financements
par des prêts via BPI France, ou alors certains investissements peuvent être aussi aidés via les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est le panorama général. Alors maintenant, sur le sujet de la chaleur renouvelable, je voulais, à l'aide d'une diapo, vous présenter les enjeux qui sont autour de ce sujet-là. En fonction des affinités des entreprises, seront cherchés à être développés un ou plusieurs des enjeux qui peuvent être mentionnés ici. Notamment le recours à la chaleur ou au froid renouvelable. En termes de compétitivité, ça peut avoir pour objectif de mieux maîtriser ses coûts, d'améliorer sa performance énergétique, voire la qualité de son process. Vis-à-vis des concurrents, c'est peut-être se différencier en adoptant des pratiques vertueuses, ou même ça peut vous permettre d'émerger sur un marché parce que le recours à l'énergie renouvelable vous rend plus compétitif. Ça peut être aussi une question de réputation, vouloir être exemplaire, valoriser votre bilan énergétique dans votre politique RSE, par exemple. Ça a bien sûr, et en premier lieu, un impact direct sur l'environnement, puisque ça contribue à réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça montre bien que vous optez pour un engagement environnemental fort. Et puis ça a un impact direct sur votre territoire, donc territoire à géométrie plus ou moins grande, mais en tout cas votre proche territoire, puisque selon les énergies renouvelables que vous allez mettre en œuvre, vous allez jouer un rôle qui peut être dynamique pour votre territoire. Vous vous engagez aussi dans une dimension de proximité. Et puis, on peut aussi aborder des sujets tels que l'économie circulaire sur le territoire via la mise en œuvre de ces énergies renouvelables. Alors, depuis 2009, l'ADEME est l'opérateur national d'un fonds qu'on appelle le fonds chaleur, donc qui est dédié au développement des énergies renouvelables thermiques ou des énergies de récupération. Donc ce fonds a été créé en 2009 dans le cadre du Grenelle de l'environnement, et puis tous les gouvernements successifs depuis ont pérennisé ce fonds. Il est doté de... Enfin, c'est variable d'une année sur l'autre, mais on va dire en moyenne de 300 à 400 millions d'euros au niveau national chaque année. Et donc là, l'idée derrière, c'est vraiment de substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc les filières chaleur renouvelable qui sont soutenues par ce fonds sont la biomasse, notamment le bois énergie, la géothermie, le solaire thermique, les réseaux de chaleur qui sont le vecteur souvent indispensable, notamment en milieu urbain, pour faire transiter toute cette chaleur et la distribuer à un maximum d'utilisateurs. Et puis les sujets de récupération de chaleur fatale qu'on va retrouver dans l'industrie, ou qu'on retrouve également aussi sur des équipements collectifs, notamment des usines d'incinération d'ordures ménagères, ou aussi au niveau de stations d'épuration. Et au niveau d'une station d'épuration, il y a aussi de la chaleur de basse énergie, mais il y a de la chaleur à les récupérer. Donc j'ai encadré et pointé trois filières, c'est celles que je développerai plus particulièrement ce soir, c'est-à-dire comment accéder au financement du fonds chaleur pour la biomasse, la géothermie et la récupération de chaleur fatale. Schématiquement, les aides financières du fonds chaleur, elles peuvent se calculer de différentes manières. Donc, à la question quelle est l'aide sur tel projet, la réponse souvent c'est ça dépend. Ça va dépendre de la taille du projet, de la filière concernée. Et on va dire que ça s'articule sur trois types de calculs. Soit on est sur une aide qui va être forfaitaire, c'est-à-dire que le projet permet de valoriser certaines quantités d'énergie renouvelable, une certaine quantité de mégawattheures, et on apporte X euros par mégawattheure. Ou alors on va appliquer un taux d'aide, 30%, 40%, 50%, c'est le cas notamment de la récupération de chaleur fatale. Ou alors sur ce qu'on va appeler des gros projets, au-delà d'une certaine taille. C'est vraiment une analyse économique fine du projet, et notamment le comparatif
économique énergie renouvelable comparée à une solution fossile qui va permettre de fixer le niveau d'aide qui sera apporté au projet pour le rendre compétitif, pour que le projet ENR soit compétitif par rapport aux fossiles, et donc apporter l'aide qui soit suffisamment incitatif pour qu'effectivement le projet se concrétise. Quelle que soit la filière, on a bien sûr des exigences et des critères techniques à respecter pour rentrer dans nos dispositifs d'aide. Et ça, c'est valable pour toutes les filières. Il y aura toujours une part de la subvention qui sera attribuée. Il y aura toujours une part qui sera conditionnée à la présentation de résultats. Parce que, in fine, ce qui est aidé avec le fonds chaleur, c'est de la chaleur renouvelable ou de la chaleur de récupération. On n'aide pas particulièrement un équipement. Nous, ce qu'on aide, c'est la chaleur. La substitution d'énergie fossile par de l'énergie renouvelable. Et donc, il y aura des compteurs de chaleur à un moment donné, et donc il faudra nous présenter les résultats pour qu'on puisse verser une partie, notamment le solde de la subvention. Donc là, je le rappelle, dans l'encadré à droite, en amont de la réalisation de tous ces investissements et de leur financement, des études de faisabilité doivent être réalisées, et nous pouvons les aider financièrement, ces études, à hauteur de 60% pour les entreprises de catégorie TPE, PME et 50% pour les grands groupes. Alors bien sûr, ces études, ce n'est pas nous qui les réalisons, elles sont faites par des prestataires, des bureaux d'études intervenants qui doivent avoir certaines qualifications en fonction des filières concernées. Ces études doivent être faites dans le respect de cahiers des charges techniques que nous mettons à disposition, et donc elles sont aidées dans les conditions mentionnées ici. Est-ce qu'à ce stade, il y aurait éventuellement des questions, qu'on rentre un peu plus dans les détails? N'hésitez pas à intervenir. Donc oui, je le précise bien, hein, quand on parle d'énergie renouvelable ce soir, c'est énergie renouvelable thermique. Et s'il y a quelques questions sur les énergies renouvelables électriques, on pourra les aborder, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Alors, si on aborde le sujet du financement biomasse, déjà, bon, pourquoi pas passer à la biomasse? Donc, c'est une énergie qui permet d'avoir de la visibilité sur ses coûts de production, puisque très faiblement indexée sur le prix des énergies fossiles. Dans le coût du mégawattheure biomasse, bois énergie, il y aura forcément à un moment donné une part qui peut être liée à l'évolution du coût des matières fossiles, mais qui est vraiment très faible, notamment pour le transport ou pour la manutention, etc. À un moment donné, on a encore besoin d'un peu d'énergie fossile, mais dans le coût de sa production, ça sera vraiment sera complètement décorrélé, et ça permet de se projeter et d'avoir de la visibilité sur ses coûts de production. La biomasse aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont éprouvées, qui ont des hauts rendements énergétiques, qui peuvent produire de la vapeur dans certains process. Donc on peut produire de la vapeur sans problème avec des technologies bois énergie. Bien sûr, ça permet de profiter de ressources de proximité qui sont disponibles, donc du bois énergie, des sous-produits agricoles. Donc ça concourt aussi bien sûr à l'économie locale. En recourant à une solution bois énergie, comparé à du gaz, clairement on divise par 10 ces émissions de CO2 pour une même quantité de chaleur produite. Et puis ça vous permet d'accéder à des soutiens financiers du fonds chaleur et du fonds décarbonation. Je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est que ce fonds. Alors, la ressource biomasse, elle est abondante dans notre territoire, on ne s'en aperçoit pas forcément, mais on a des ressources forestières qui sont globalement sous-exploitées. L'accroissement, on ne consomme pas, et de loin, l'accroissement naturel de la ressource forestière aujourd'hui. Il y a aussi un gisement important dans l'industrie du bois ou des produits en fin de vie qui ne seraient non valorisés et qui pourraient servir de biomasse et de bois énergie. Et dans la biomasse rentre aussi la catégorie de certains produits agricoles issus de nos grandes filières de transformation.
Donc la superficie forestière en France évolue à la hausse. Et donc, je le répète, le prélèvement qu'on effectue actuellement est inférieur à cet accroissement naturel. Et une chose importante, le bois qui est prélevé, il est d'abord et surtout prélevé pour des usages nobles du bois. Euh, pour du bois construction, pour de la transformation du bois en vue d'usage, la construction, l'ameublement, etc. On ne prélève pas du bois uniquement pour le brûler. En fin de compte, c'est parce qu'on utilise le bois à de tout autre usage qu'on a une partie de ce prélèvement qui n'est pas valorisable dans d'autres filières, qu'on utilise pour le bois énergie. Donc c'est des filières qui évoluent en parallèle et le bois énergie ne peut pas vivre sans ces autres filières. Donc, schématiquement, qu'est-ce qu'une chaufferie biomasse? C'est un équipement industriel de taille variable en fonction bien sûr des puissances qu'on va installer. En termes de volume, d'occupation et de taille d'installation, pour une même puissance installée et quantité d'énergie produite, effectivement, une chaufferie biomasse sera plus imposante qu'une chaufferie fossile. Ça, c'est évident. Donc, on va toujours retrouver quelque part un stockage, ce qu'on appelle un silo de stockage, là, en numéro 1, puisqu'il faut avoir un certain volume tampon, une certaine autonomie qui permet d'alimenter en continu la chaudière. Donc ça se calibre, ça se dimensionne lors de l'étude de faisabilité en fonction des besoins et de l'autonomie qu'on veut avoir entre deux livraisons de camions. Système d'extraction et de transfert entre le silo et la chaudière. Donc là, ce qu'on va brûler, on va alimenter la chaudière avec ce qu'on appelle du bois déchiqueté. C'est quelque chose, ce qu'on appelle des plaquettes, des morceaux de bois qui vont faire 2-3 cm de large sur 4 ou 5 cm, 5-6 cm de long, d'une certaine granulométrie. Donc on arrive cette fois-ci dans la chaudière, un échange qui va se faire via toute une tubulure qu'on va retrouver en haut de chaudière et qui va chauffer de l'eau. Très important, associé à cette chaudière, toujours un système de traitement des fumées pour enlever notamment les poussières, puisque de toute façon tout ce qui sera rejeté dans l'atmosphère sera soumis à des normes bien précises en termes de rejet gazeux. Et tout ça, c'est régulé via des automates de conduite et de surveillance. Alors, les financements liés au bois énergie, donc, avec le fonds chaleur, on va dire qu'on va les mettre dans deux catégories. Donc, on va calculer d'une certaine manière les aides aux projets qui valorisent moins de 12 gigawattheures par an. Donc ici, juste pour illustrer, en fonction des gammes de quantité d'énergie valorisée par l'installation, il y a une aide forfaitaire en euros par mégawattheure sur 20 ans, c'est-à-dire que, par exemple, un projet qui valorise 500 mégawattheures, on va l'aider à hauteur de 500 x 9 x 20 euros. Bon, voilà, c'est relativement simple à calculer, et puis quand on touche différentes gammes, voilà, un exemple de calcul. Donc là, c'est le principe des aides forfaitaires pour les projets inférieurs à 12 gigawattheures. Lorsqu'on est sur des projets beaucoup plus gros que 12 gigawattheures, cette fois-ci, on finance via un appel à projet qu'on appelle BCIAT, Biomasse, Chaleur, Industrie, Agriculture Tertiaire, BCIAT. Alors, la nouveauté, du fait du plan de relance, France Relance, donc c'est cette année-là, annoncée par le gouvernement en septembre, c'est la création d'un fonds décarbonation qui vient s'accoler au fonds chaleur. Le fonds chaleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe depuis 2009. Depuis 2009, chaque année, au niveau de l'ADEME et à échelle nationale, on lance un ou deux appels à projets BCIAT. Il y a eu des opérations réalisées dans notre région avec des financements de ce type-là.
OK. Mais nouveauté est apparue donc là, depuis septembre, un nouveau fonds décarbonation qui va venir financer quelque chose de bien spécifique au niveau de la chaleur renouvelable. Donc cet appel à projet a été lancé début septembre avec une première date de clôture qui est aujourd'hui même. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que je vous dis là, ça va rester valable et de toute façon est déjà programmé pour 2021. Deux autres appels à projet, a priori un en mars-avril, première clôture en mars-avril et un second à l'automne 2021. Donc, je vous ai mis ici les liens pour avoir tous les détails sur cet appel à projet. Le point essentiel des projets qu'on finance avec cet appel à projet BESIAT, avant toute chose, dans tout projet énergie renouvelable, il y a une démarche d'économie et d'énergie à faire en amont de la mise en œuvre de l'énergie renouvelable. Donc, quelle que soit l'utilisation de l'énergie, c'est toujours le préalable. Hein. Déjà, bien connaître ses consommations, ses besoins, engager des démarches pour les réduire et ensuite passer à l'énergie renouvelable. Tout ça, ça permet d'optimiser le dimensionnement thermique de l'installation, bien sûr, afin de limiter les investissements, enfin les montants des investissements, en dimensionnant au mieux l'installation, mais surtout, on est quand même sur une technologie, chaufferie biomasse, qui fonctionne, qui voit sa performance se dégrader quand on est sur des charges de fonctionnement réduites, quand à taux de charge réduit, en deçà de 20-30% de puissance appelée, il peut y avoir une dégradation de l'efficacité globale de l'installation. Donc, ce sont des installations qui sont faites pour, on va dire, tourner en base le plus d'heures possible dans l'année. Ce qui est essentiel aussi dans ce type de projet, c'est de bien définir son plan d'approvisionnement biomasse pour assurer une garantie de fonctionnement de l'installation. Pas de conflit avec d'autres usages, du bois en proximité et en préservant bien sûr l'environnement, donc c'est-à-dire approvisionnement avec des fournisseurs qui sont engagés dans des démarches de qualité, de prélèvement de la ressource, type développement durable de la ressource forestière. Recourir à des systèmes de traitement de fumée performants, donc ça les critères, les seuils sont fixés dans l'appel à projet et sont valables pour toutes les installations qu'on finance dans le fonds chaleur, quelle que soit leur taille. Et donc, dans le montage du projet, bien optimiser donc les volets techniques et financiers. Un des engagements qui sera demandé aux bénéficiaires de nos aides sera bien sûr le volume de production thermique qui sera effectué à partir de biomasse. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on aide de la chaleur, donc à un moment donné, on voudra avoir les résultats effectifs. Et puis, respecter le plan d'approvisionnement qui nous aura été présenté. Et donc là, on s'engage dans du long terme avec la biomasse et sur ces sujets-là. On est sur des plans d'approvisionnement de 15 ans. Et des fournisseurs sont tout à fait capables de s'engager sur ces durées-là. Je ne rentre pas trop dans le détail de cette diapo, juste pour vous indiquer que on est sur des projets d'ampleur assez important, et donc l'approvisionnement en biomasse de ces installations est soumise à une validation par ce qu'on appelle une cellule biomasse régionale, où sont regroupés sur l'ADN et puis les services de l'ADRAF et de l'ADREAL, parce qu'il s'agit il ne s'agit pas de laisser se développer des projets qui pourraient déséquilibrer une filière sur une partie du territoire ou d'aller s'approvisionner à des centaines de kilomètres, etc. Il faut regarder aussi le bilan global que représente cette opération. Donc voilà, il y a un contrôle du plan d'approvisionnement, c'est vraiment un point clé. Et puis ensuite, les projets au niveau national sont classés en fonction de leur pertinence, euros investis, euros d'aide apportée par rapport aux tonnes de CO2 évitées. Et puis, à la fin du processus, c'est une commission nationale qui valide les projets, qui permet d'enclencher les financements. Alors, la nouveauté, donc,
sur une des 2 slides précédentes, là, apparaissait donc le fonds chaleur et ce fameux fonds décarbonation. Donc le fonds décarbonation qui a été, on va dire, créé là, dans le cadre du plan de relance. En fin de compte, l'idée là, c'est que nous, ADEME, on apporte une aide à l'investissement, à l'installation de production de chaleur à partir de bois énergie, et qu'en parallèle, il y ait une aide qui soit également apportée par le fonds décarbonation, et là, une aide à l'exploitation. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, faire un projet bois énergie pour produire de la chaleur, c'est au final produire de la chaleur qui va être nettement plus cher, qui va vous coûter nettement plus cher que de recourir à du gaz, surtout si vous êtes un gros consommateur de gaz et avez accès à des contrats de fourniture à des coûts très très faibles. Actuellement, la chaleur issue du fossile coûte peu économiquement. Environnementalement, c'est un autre sujet, mais économiquement, elle coûte peu. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse quand même mettre en œuvre des projets bois énergie et qu'ils puissent, dans la durée, enfin, a priori sur les 15 ans qui viennent, être pérennisés par une aide, a priori une aide annuelle, qui vient aider à l'exploitation, donc concrètement à l'achat de combustible biomasse, et qui fait qu'in fine, la chaleur produite soit concurrentielle par rapport aux fossiles. Les années précédentes, avec des coûts de l'énergie fossile qui étaient quand même un peu plus importants que ce qu'on connaît actuellement, notamment du fait de la crise mondiale et économique, permettait de rendre ces projets parfois limites, mais quand même économiquement rentables. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Donc, l'aide à l'investissement seul ne permet pas de produire une chaleur renouvelable compétitive. Il faut aider le temps nécessaire à ce que soit le prix de la matière gaz, de la molécule gaz augmente, ou que une taxe, par exemple, liée aux émissions de carbone soit réellement mise en place et rende le fossile trop cher par rapport à l'UNR. Donc là, il faut le contrer, et ça va se faire avec ce fonds de décarbonation. Donc c'est un mécanisme qui est en train d'être élaboré, qui va être, dont la notification auprès de la Commission européenne pour mise en œuvre sur notre territoire puisse être effective, mais c'est en train de se peaufiner. Donc, cette aide à l'exploitation, dans le cadre des appels à projets BCIAT, sera dédiée uniquement à l'industrie manufacturière. C'est-à-dire que, par exemple, s'il s'agissait d'un candidat à l'appel à projet BCIAT supérieur à 12 gigawattheures, 12 000 mégawattheures, mais qui concernerait le tertiaire, par exemple, un grand complexe tertiaire se construit et les dizaines de milliers de mètres carrés seraient chauffés par une chaufferie biomasse de cette puissance-là, il ne serait pas aidé à l'exploitation. C'est uniquement les projets industrie qui seront aidés à l'exploitation. Les projets industriels qui ont bénéficié déjà d'une aide à l'investissement BCIAT en 2018, 2019, 2020, et pour lesquels le projet ne serait pas encore mis en service, ne serait pas encore réalisé, peuvent solliciter cette aide à l'exploitation avec le fonds décarbonation. J'ai précisé, je ne sais pas si parmi les personnes qui participent ce soir, il y en a qui sont concernées, mais en tout cas, voilà, c'est possible pour des bénéficiaires du BCIAT des 2 dernières années. Donc effectivement, on est sur des gros projets soumis à analyse économique. Donc on va regarder dans l'analyse les charges liées à l'investissement, déduction faite des aides à l'investissement qu'on apporte avec le fonds chaleur, les différentes charges d'exploitation, quelle est l'économie globale ou pas du projet, et puis sera calée l'aide apportée au fonctionnement pour rendre viable la solution biomasse. C'est un mécanisme assez particulier qui est mis en œuvre avec ce fonds de décarbonation, mais c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, hein, notamment aux Pays-Bas. Il y a des mécanismes de soutien à l'énergie renouvelable de ce type-là, avec à la fois une aide à l'investissement et une aide à l'exploitation. On pense que c'est quelque chose qui est amené à se démocratiser, à se généraliser, si on veut vraiment que
que les aides publiques apportées au développement des ENR puissent vraiment contrer le fossile et assurer une pérennité des installations dans le temps. Sur le sujet, quelle que soit la taille des installations bois énergie dans le domaine entreprise et industrie, nous avons des ressources. Hein, donc, je vous ai mis ici un certain nombre de liens vers des exemples d'installations pour différents secteurs d'activité. Donc, on en a 54. Bon, là, c'est des exemples à l'échelle nationale. On a aussi une plaquette et si vous passez à la biomasse, qui vous indique un peu les méthodes et la méthodologie et les facteurs clés de réussite. Et puis, on a 2 vidéos de projets que nous avons financés en Centre-Val-de-Loire, donc dans le Cher pour la fromagerie laiterie Tribala à Riant, et puis, enfin, du groupe Riant, et puis l'entreprise SKF à Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, je vous invite à aller visionner ces vidéos. La géothermie. Donc voilà, deuxième filière que je vous proposais d'aborder. Les raisons ou les arguments qui font que la géothermie peut s'avérer pertinente. Donc là, quand on parle de géothermie, et notamment en Centre-Val-de-Loire, c'est une ressource qui est mobilisable à quelques exceptions près et sous une forme ou sous une autre partout à l'échelle du territoire régional. Alors quand je dis sous une forme ou sous une autre, on parle ici de technologie de géothermie assistée par pompe à chaleur. On n'a pas d'usage direct de la chaleur issue du sol à des niveaux de température qui permettent en surface de l'utiliser directement, à la différence de gros projets qu'on peut trouver. Alors, dans le domaine des réseaux de chaleur urbains qu'on peut trouver en région parisienne, dans le bassin parisien, ou dans le bassin aquitain, où à des profondeurs de 1500, 1800 mètres, on trouve des niveaux de température qui sont directement utilisables en surface. Ce n'est pas non plus des projets de type de ceux qu'on peut trouver en Alsace ou dans le bassin rhénan, où là, on est même en capacité de produire de la vapeur en allant chercher aussi des ressources à plus de 1500-2000 mètres de profondeur. On n'a pas ces gisements-là en Centre-Val-de-Loire, et il faut aussi de toute façon avoir en surface les besoins qui permettent de les valoriser. On a des niveaux de température à des profondeurs de 1000 mètres, 1000-1200 mètres qui sont de quelques dizaines de degrés, mais qui ne peuvent pas être exploités directement en surface. Donc là, on parlera bien de géothermie assistée par pompe à chaleur. Donc, sur la géothermie, donc ça c'est voilà, une chaleur issue de la terre, directement de la terre ou de l'eau souterraine. On verra la différence. Hein. Chaleur issue de la terre, on va dire qu'on fait de la géothermie, on va chercher l'énergie grâce à des sondes verticales qui sont creusées dans le sol. Il n'y a pas d'échange direct avec de l'eau qui est en sous-sol. On est dans on va dire un circuit fermé. On a un échangeur géothermique, en surface une pompe à chaleur qui apporte la chaleur dans le bâtiment ou dans le process. Ça, c'est un cas de figure. Et l'autre cas de figure, on échange avec l'eau qui est dans la nappe. Donc cette fois-ci, on a 2 forages, un de prélèvement, notre pompe à chaleur, et un de réinjection. Les volumes d'eau sont identiques entre le prélèvement et la réinjection. Ce qui va changer, c'est que l'eau sera injectée avec un niveau de température plus faible. La géothermie, c'est des infrastructures, des installations qui sont de taille plus modeste que les installations biomasse, bien sûr, qui ne rendent pas forcément bien sûr, les mêmes services non plus, en tout cas qui sont plus discrètes. La géothermie, ça ne se voit pas. En surface, on ne voit pas grand-chose, et puis tout le reste, c'est en sous-sol. On a des rendements annuels qui sont très performants parce qu'on utilise une pompe à chaleur, un système thermodynamique qui va chercher une partie de l'énergie dans une source de chaleur qui a un niveau de température constant sur l'année, à la différence de l'aérothermie, où par exemple pour chauffer des bâtiments ou des ateliers, si on met de l'aérothermie en œuvre, c'est l'hiver, quand il fait le plus froid, qu'on va chercher le plus
de chaleur à l'extérieur et à des niveaux de température de plus en plus faibles. Donc on comprend facilement que la performance et le rendement est loin d'être intéressant, alors qu'avec la terre ou l'eau, on est sur des niveaux constants dans l'année. L'impact environnemental, on va le qualifier de faible, mais il n'est pas nul, puisqu'on a quand même besoin d'énergie électrique pour faire fonctionner tout ça. Mais on est sur des coefficients de performance qui font qu'on a vraiment un usage noble de l'électricité via la machine thermodynamique. Et puis c'est une technologie maîtrisée avec une expérience étendue et un parc très important en France. Les aides apportées à la géothermie, donc là on n'est plus dans les mêmes niveaux de taille d'installation. On va dire qu'on apporte des aides forfaitaires pour des projets qui valorisent moins de 1 gigawattheure. Et au-delà de cette taille de 1 gigawattheure, on procédera par analyse économique. Il y a différentes technologies, donc le pompe à chaleur, je l'évoquais un peu juste avant, on va dire sur champ de sonde. Donc là, on est sur des sondes verticales, il y a un certain nombre de sondes en fonction des besoins, soit sur nappe. Bon, eau de mer, on est un peu moins concerné ici, mais ça peut être aussi des eaux de rivière ou eau de surface. Donc là, en fonction de la technologie, on a des gammes d'énergie qui peuvent varier, avec des niveaux d'aide également qui varient. Et dernière ligne, c'est le géocooling. Alors en fin de compte, voilà, un des gros avantages d'une installation de géothermie, et surtout si on a des besoins en surface, dans les bâtiments ou dans les process, à la fois de chaud et de froid, enfin froid, rafraîchissement simultané ou pas simultané, c'est de pouvoir rafraîchir un bâtiment ou extraire de l'énergie d'un process et la réinjecter ou la réutiliser ailleurs. Et là, on apporte aussi une aide donc, à cette partie froid, géocooling, en euros par mégawattheure. Donc on a aussi des ressources documentaires sur la géothermie, je vous ai mentionné ici. Réussir son projet de géothermie de surface, se chauffer, se rafraîchir avec une énergie renouvelable. Donc la géothermie très basse énergie. Donc voilà, la géothermie assistée par pompe à chaleur entre dans la catégorie géothermie très basse énergie, à la différence de la géothermie grande profondeur avec usage direct de la chaleur, qui est la géothermie haute énergie. On a des retours d'expérience en centre Val-de-Loire, notamment sur le Loiret, l'entreprise Caudalie installée à Gilly, donc le siège, enfin le site qu'ils ont construit il y a 3 ans maintenant, alors qu'ils ont déménagé sur l'agglo orléanaise. Ils étaient sur un site qui n'était plus satisfaisant en termes de taille par rapport à leurs besoins, et ils sont allés déménager à Gilly. Et donc, ils ont recours à la géothermie pour chauffer un atelier de préparation de commandes qui fait à peu près 14 000 m², ainsi que leur labo, bureau, tertiaire, R&D, etc. Donc, chauffer et rafraîchir l'ensemble du site. Et puis notre entreprise Orchidium, donc là c'est un serriste, donc des serres qui sont chauffées grâce à la géothermie dans le Loir-et-Cher. Autre source de chaleur présente dans les industries, la chaleur fatale. Alors une petite diapo pour expliquer ce qu'est la chaleur fatale. Donc ça va être cette chaleur la chaleur résiduelle, donc ce qui va vous rester après usage de la chaleur au niveau d'un procédé. Donc à la base, on va consommer un combustible, on va dire plutôt fossile, généralement. Il y a une chaleur utile pour la production, ce qu'on retrouve en haut du graphique, et puis toute une partie qui va être fatalement perdue. Donc une qui est définitivement perdue, puisque non valorisable, non accessible, bon voilà, mais toute une autre part qui est potentiellement valorisable. Donc cette chaleur, encore faut-il la capter, mais on peut
la capter et puis la valoriser à l'extérieur du site, en externe du site ou du procédé. On peut la récupérer et l'utiliser en interne sur le site, sur d'autres process, en préchauffage, pour faire des remontées de température sur d'autres parties du site. Mais aussi cette chaleur fatale, il y en a une part qu'on peut éviter aussi en optimisant. Et donc, je dirais que dans l'ordre des choses, la première, c'est bien d'optimiser ces process pour éviter d'en perdre, enfin en tout cas d'en perdre un minimum. Notamment quand on est sur des process où il y a des fours, il y a peut-être encore des possibilités d'optimiser, d'isoler ces fours ou d'améliorer l'utilisation des fours. Ça, fermeture de porte, etc. Ça, c'est vraiment les choses à faire en premier lieu. Et puis ensuite, récupérer là où c'est pertinent et où c'est valorisable. À partir de cette chaleur, et en fonction de son niveau de température, on peut l'utiliser pour alimenter des réseaux de chaleur, techniques au site ou externes. Et puis dans certains cas, il y a aussi possibilité de convertir cette chaleur en électricité. Donc, sans trop rentrer dans le détail de la diapo, cette chaleur, on peut la retrouver sous différentes formes. Donc ce qu'on va appeler des rejets liquides. La chaleur est présente soit dans les liquides, dans des gaz, où elle se diffuse par rayonnement. Et à des niveaux de température qui vont de quelques dizaines de degrés à plusieurs centaines. Donc en fonction de la forme sous laquelle il y a possibilité de la collecter et de son niveau de température, on va pouvoir mettre en œuvre différentes solutions ou la réutiliser à différents endroits sur le site. Sur ces sujets récupération et valorisation de chaleur fatale, donc cette fois-ci, on va intervenir, nous, au niveau d'une aide avec l'application d'un taux. Donc on va se baser sur les coûts d'investissement liés au projet, les coûts liés à la captation de cette chaleur, à son éventuel stockage tampon avant usage, et puis éventuellement à son transport sur le site. Et dans certains cas, ok, on a pu capter de la chaleur, mais à un niveau de température qui fait qu'elle n'est pas utilisable, pas exploitable. Donc, si nécessaire, s'il y a lieu de mettre en œuvre des systèmes de réhausse de cette température, des systèmes performants, de type notamment pompe à chaleur, ces dépenses-là rentrent aussi en compte dans l'aide. Donc voilà. En amont des investissements, bien sûr, on peut aider les études de dimensionnement. Et puis ensuite, du captage à la valorisation, on applique un taux d'aide de 30 à 40 ou 50% en fonction de la taille de l'entreprise. Et la partie distribution de chaleur, on l'aide au taux de 60%. Donc sur la chaleur fatale, on a aussi une brochure qui explique voilà, tous les enjeux et toutes les technologies liées à ce sujet. Et on a également une opération qu'on a pu aider dans le 37 au niveau de la papeterie Palme sur la commune de Descartes, qui montre bien tout l'intérêt économique à valoriser cette chaleur fatale. C'est vraiment des projets qui économiquement sont très très intéressants parce que enfin pour nous, avec peu d'euros apportés, on génère en face des quantités de chaleur, on récupère des quantités de chaleur très très importantes. Et généralement, les investissements voilà, ont des temps de retour, je ne l'ai pas précisé, mais on peut apporter une aide qui va permettre de réduire le temps de retour jusqu'à 18 mois. Donc après aide, donc c'est quand même très très intéressant. On est sur des temps de retour très courts. Alors là, je vous ai parlé d'installations qui pouvaient aller qui pouvaient dépasser les 12 gigawattheures pour la biomasse, pour la géothermie, ça commence à quelques dizaines de mégawattheures.
Et là, je voudrais aborder donc un dernier point sur les aides à l'investissement. En fin de compte, on peut aussi aider dès le premier mégawattheure. À l'origine, le fonds chaleur en 2009, il était vraiment fait pour aider les grosses opérations dans l'industrie, dans les grandes villes, enfin dans les villes, passer à la biomasse ou à la géothermie grande profondeur, les réseaux de chaleur urbains, etc. Il était calibré pour des grosses, entre guillemets, des grosses opérations. Mais avec ça, on ne touche pas tout le monde, et notamment dans notre région où 80 ou 85% du territoire pourrait être considéré comme rural. Ça ne nous permettait pas, enfin le ticket d'entrée, la taille des installations minimales qui pouvaient être aidées par le fonds de chaleur était beaucoup trop importante. Euh, donc a été créé en 2017 un dispositif qui consiste en fin de compte à regrouper les productions, les valorisations de chaleur renouvelable de plusieurs opérations afin d'atteindre les tailles critiques de seuil d'entrée aux aides du fonds chaleur. Et à partir du moment où cette grappe de projets permet d'atteindre cette taille critique, on peut aider le plus petit projet dès son premier mégawattheure. Donc ce dispositif, c'est ce qu'on appelle le contrat d'objectif territorial de développement des ENR. En fin de compte, il est constitué de 3 points. C'est l'engagement d'un opérateur sur le territoire, donc généralement une collectivité, et qui se dit, voilà, sur mon territoire, je veux développer la production d'énergie renouvelable. Donc elle va signer un accord cadre. Donc là, il manque un petit logo. En fin de compte, c'est un accord cadre tripartite avec l'ADEME, le conseil régional et puis le territoire concerné. Nous, ADEME, pour l'aider à développer, à faire émerger des projets sur son territoire, on lui apporte une aide à l'animation, des financements et puis des outils techniques, un accompagnement, etc. Et puis ensuite, le troisième volet, et c'est là où ça va vous intéresser, c'est que tous les maîtres d'ouvrage potentiels de projets ENR, quelle que soit leur taille, hein, donc là on est sur vraiment du premier mégawattheure jusqu'au niveau des aides forfaitaires. Dès lors qu'on est dans une analyse économique, on sorte ça, mais tout ce qui est aide forfaitaire, du premier mégawattheure jusqu'au plafond des différentes aides forfaitaires par filière, bah, ce projet, on peut l'aider à hauteur de 45% de l'investissement. Ce qui est un niveau d'aide plus important, un petit peu plus important qu'une aide forfaitaire seule. Donc, et donc, bien sûr, les entreprises de toute taille sont éligibles à cette aide de 45%. Ces 45% sont apportés par l'ADEME et le conseil régional. Donc nous, ADEME, avec nos aides forfaitaires, et si besoin pour monter à 45%, un complément est apporté par le conseil régional. Ou alors, si c'est suffisant, l'ADEME plafonne son aide à 45% et aide le projet seul, ou alors la région aide seule. Ça, c'est les deux financeurs qui se mettent d'accord projet par projet. Donc ce type de contrat, donc à septembre 2020, enfin même encore aujourd'hui, voilà, seuls les territoires qui sont coloriés là sur la carte régionale sont engagés dans ce type de dispositif. Et si vous avez un projet énergie renouvelable, bois, géothermie, solaire, récupération de chaleur, mais petite hein, pas soumise à analyse, ou réseau de chaleur, dans certains cas, qui est présent sur ces territoires, on peut l'aider à hauteur de 45%. Donc là, c'est vraiment clair, il n'y a pas de calcul à faire. C'est un dispositif qu'on a voulu, qu'on a co-construit avec le conseil régional et qu'on a voulu le plus simple possible pour les porteurs de projets, collectivités ou entreprises sur ces territoires. J'en ai presque fini. Depuis juin 2020, a été mis en ligne une nouvelle plateforme agir pour la transition.adem.fr. Donc c'est le site qui vous permet d'accéder à tous nos dispositifs d'aide avec une porte d'entrée particulier, entreprise, collectivité. C'est par ce biais-là donc, que vous pouvez accéder à toute l'information et déposer vos demandes de subventions en ligne.
Donc voilà, agirpourlatransition.indem.fr. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc je suis coordinateur du pôle Cher Indre-Loiret et j'ai mon collègue donc, Gilles Clerget qui est l'interlocuteur sur les 3 autres départements de la région. Mais bon, voilà, si vous vous trompez d'interlocuteur, on refera l'aiguillage en interne. Je n'ai pas regardé s'il y avait eu des questions. Pas encore, mais Pas encore. il va sans doute y en avoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous ai rejoint pas au tout début, mais en tout cas, j'ai suivi toute la présentation, notamment des appels à projets, des différents types d'énergie qui peuvent être accompagnés. Et je pense que vous avez bien fait de commencer par rappeler comment ça fonctionnait, parce que je crois que c'est important de faire un peu de pédagogie sur ce point. C'est que c'est peut-être un peu plus complexe que d'autres dispositifs, même si vous avez terminé sur un dispositif finalement qui est assez simple et qui peut-être invite aussi des porteurs de projets à échanger avec d'autres porteurs de projets sur leur territoire. Donc ça, je crois que c'est important de le signaler. Donc, ces moments, en effet, le temps des questions, des échanges. Soit vous le faites en direct, soit vous utilisez le petit mode de converser. On nous dit que la présentation était très claire. Déjà, c'est bien que ça vienne en plus d'un dirigeant d'entreprise. D'accord. Je n'ai pas voulu rentrer volontairement trop dans le détail technique des différentes filières, mais s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Enfin, l'idée, c'était vraiment voilà, de bien mettre en avant que sur certaines filières ENR thermiques, et donc celles que je citais, voilà, il y a des financements qui sont accessibles et il y a un accompagnement en amont pour pouvoir monter les projets. Donc un accompagnement via des financements d'études réalisés par des prestataires, bureaux d'études, mais on a aussi, on finance aussi par ailleurs, notamment pour la filière bois-énergie et pour la filière géothermie, ce qu'on appelle des animateurs de filière qui peuvent vous faire, en fonction de l'ambition de votre projet, une préétude gratuite, en tout cas, vous identifier s'il n'y a a priori pas de frein majeur à la mise en œuvre de tel ou tel ENR, et ensuite vous pouvez enclencher sur une étude de faisabilité qu'on finance. Donc, ça vient d'être répondu. On mettra le diaporama en ligne sur le site. Et si M. Magnier l'accepte, on a un peu enregistré votre intervention et on pourra aussi la mettre à disposition auprès de personnes qui n'ont pas pu se connecter avec nous ce soir, mais qui auraient souhaité le faire. Pas de problème. N'hésitez pas, profitez de la présence de M. Magnier pour échanger ou avoir un point d'éclaircissement. Je vois Thierry Ziro là qui s'est… Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question concernant la chaleur fatale et notamment sur ce qui concerne tout ce qui est data center, à savoir, puisqu'on sait qu'on va vers une économie de la data et donc avec des problématiques aussi probablement de data center qui vont s'installer sur les territoires, dont la région centrale de Loire peut être un spot, sachant qu'il y a déjà le data center du BRGM en extension qui est prévu. Du coup, j'avais une question sur la chaleur fatale. Est-ce que vous avez des exemples au niveau de l'ADEME de valorisation de la chaleur fatale de data center, parce qu'on sait que c'est énergivore, et comment on peut avoir à la fois l'énergie verte sur un data center et comment à la fois on peut intégrer la chaleur fatale ou la valorisation de la chaleur fatale dans un data center. Est-ce que vous avez des éléments à la fois dessus? Alors, en région Centre-Val-de-Loire, on n'en a pas encore. Mais par contre, je sais qu'en région parisienne, il me semble que c'est à Issy-les-Moulineaux, où il doit y avoir un data center qui doit permettre de chauffer une piscine municipale. Mais ça, je pense que vous pouvez assez facilement en retrouver des exemples sur Internet. Oui, alors après, le data center, il faut qu'il soit quand même construit, positionné à proximité de futurs ou potentiels usagers. S'il est en plein milieu, enfin, parfois il peut être intéressant de le mettre en plein milieu de la pampa parce qu'il est en plein sur le tracé d'une alimentation électrique RTE ou alors d'un viaduc de fibre.
mais s'il est à proximité d'une agglomération ou peut-être d'un industriel qui a besoin de chaleur, oui, effectivement, il y a des belles opérations à faire. Et ça rentre tout à fait dans les projets qu'on peut aider. Alors nous, on n'aidera pas la construction du data center en lui-même, hein, mais on pourra intervenir sur le volet notamment transport de la chaleur, la partie réseau de chaleur qui serait nécessaire pour apporter la chaleur du data vers les abonnés. Enfin, les abonnés, les utilisateurs abonnés. Ok, merci. Ok, autre question. Alors, je n'ai pas assisté tout le début de la réunion parce que j'étais en déplacement, mais sur la partie méthanisation, je ne sais pas si vous l'avez abordé. Je ne l'ai pas abordé. Vous ne l'avez pas abordé? Non, je ne l'ai pas abordé. Alors, la méthanisation en région Centre-Val de Loire, bien sûr, on apporte une aide financière sur ces projets-là. Donc, avec en tête l'idée qu'on aide surtout et de manière préférentielle les projets de méthanisation qui valorisent par injection dans le réseau de gaz l'intégralité du méthane. Parce que vous savez, il existe plusieurs technologies de méthanisation, oui, mais c'est surtout derrière qu'est-ce qu'on fait du gaz produit. Soit on l'épure et on l'injecte dans le réseau, soit on le brûle directement sur site. On fait ce qu'on appelle de la cogénération, et avec la chaleur issue de la combustion du gaz extrait du méthaniseur, on fait de l'électricité d'un côté qu'on injecte dans un réseau électrique, et puis de la chaleur. Et cette chaleur, qu'est-ce qu'on en fait? Le plus souvent, elle est perdue parce qu'il n'y a pas d'usage. C'est notamment souvent le cas dans les méthanisations à la ferme. Mais l'idée, c'est quand même de valoriser au maximum le gaz qui a été produit par le méthaniseur. Donc, entre guillemets, la bonne idée, c'est quand même d'en injecter la majorité. Donc, on aide les projets de méthaniseurs de toute taille via un appel à projet régional qu'on a lancé depuis 5 ou 6 ans maintenant. L'appel à projet 2021 va sortir incessamment sous peu en Centre-Val de Loire. Voilà. Okay. Merci. Alors, effectivement, des méthaniseurs sur certains sites industriels, agroalimentaires ou même papeterie sont tout à fait pertinents. D'accord. Autre question, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas. Est-ce qu'il y a un lien entre l'hydrogène et tout ce que vous faites sur la biomasse, etc. Il n'y a pas de lien. Par contre, on a lancé aussi, dans le cadre du plan de bien avant le plan de relance, notamment suite à la stratégie hydrogène portée par Nicolas Hulot quand il était au ministère, donc en 2017-18. Donc depuis 2-3 ans, on apporte un soutien via un appel à projet national à la technologie hydrogène. Et là, tout récemment, on vient de relancer, dans le cadre du plan de relance, 2 appels à projet sur la technologie hydrogène. Un qu'on appelle briques technologiques. Donc là, l'idée, c'est de financer des briques technologiques sur le sujet de l'hydrogène, donc électrolyseurs de grande taille, système de gestion, enfin tout un tas de niches un peu sur ces sujets-là, soit au niveau R&D, et puis un autre appel à projet qui est plus création d'écosystèmes territoriaux de l'hydrogène. Donc là, et ça, c'est un appel à projet qui a été renouvelé, dont a bénéficié un de nos territoires régionaux, à savoir le département de l'Indre, qui nous avait déposé un projet il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et là, l'idée, c'est sur un territoire donné, à la fois produire de l'hydrogène vert, donc le produire, le distribuer et l'utiliser. Donc on est sur la production de l'hydrogène, sa distribution et son utilisation via de manière préférentielle, notamment des véhicules lourds de type flotte de bus ou bennes à ordures ou camions, etc. Ok, merci. Merci. On a une autre question là qui nous est posée autour des risques de pollution par réinjection dans la nappe. Je lis la mode conversation. Et l'aide d'exploitation peut-elle varier ou disparaître en fonction de choix politiques? Alors, la réinjection dans la nappe, quand on est sur une géothermie sur nappe, l'eau prélevée dans la nappe n'est jamais en contact avec le milieu extérieur. Donc, on est sur des circuits qui sont étanches, avec des échangeurs entre l'eau de la nappe et la pompe à chaleur. En fin de compte, il y a des circuits séparés. Donc, il n'y a jamais de contact avec la lumière ou avec l'air par rapport à l'eau de la nappe.
Donc, s'il y a une pollution au niveau de la nappe, ça peut éventuellement être une pollution accidentelle au moment de la réalisation des ouvrages de géothermie, au moment de la réalisation des forages. Mais en exploitation, il n'y a aucune raison d'avoir une pollution. Le seul paramètre qui va changer au niveau de l'eau de la nappe, c'est sa température, qui va, en fonction, soit en mode chauffage ou en mode rafraîchissement, va être élevé ou abaissé de quelques degrés. Donc, quand je dis quelques degrés, c'est 4, 5, 6 degrés. Sachant qu'on a une température globalement moyenne de la nappe par chez nous qui est entre 12 et 14 degrés. Voilà. Donc, quand on fait de la production de chaleur à partir de l'eau de la nappe, on prélève de l'eau à 12 degrés et on va la réinjecter à 8-7 degrés dans la nappe. L'aide à l'exploitation peut-elle varier ou disparaître en fonction de choix politiques? Oui. En tout cas, à l'instant T, au moment où il y aura une contractualisation, il y aura un contrat entre un bénéficiaire et, d'un autre côté, pour faire simple, l'État. Les deux parties doivent respecter leur part du contrat. Après, est-ce que ce système existera encore dans 3 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, ceux qui auront signé aujourd'hui ou demain seront engagés pour 15 ans et dans 3 ans seront aidés tels que prévu dans le contrat initial. Par contre, la question, c'est est-ce que quelqu'un qui bénéficie d'un contrat peut se le voir casser ou disparaître du fait de changements de choix politiques? Comme je vous l'ai dit, c'est un contrat. Donc, ça se réglera à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a aucune raison que les termes du contrat changent. On ne change pas les règles du jeu pour ceux qui ont commencé la partie en cours de jeu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas, en tout cas, qui s'affiche. En tout cas, je pense qu'à travers les documents, on retrouvera vos coordonnées. Oui. Donc, s'il y a besoin, les uns les autres pourront vous contacter. Donc, écoutez, un grand merci à David Magnier pour sa disponibilité, sa présentation. Et puis, pour ceux qui sont disponibles pour les autres appels à projets qui s'intéressent, je pense notamment aux développeurs qui sont parmi nous ce soir, écoutez, rendez-vous demain soir. Mais là, je pense que ça nous donne des éléments aussi, en tout cas pour les équipes en charge du développement, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ces questions d'énergie. Vous avez donné des matériaux qui nous seront très, très utiles. Un grand merci à vous et bonne soirée à toutes et à tous.